BBC Afrique. BBC Matin. Atta Arli Ahebla. Excellente journée à toutes et à tous et merci de nous accompagner dans ce dernier virage de ce BBC Matin. La République démocratique du Congo, selon l'ONG Human Rights Watch, des femmes qui avaient affirmé avoir été violées n'ont toujours pas obtenu justice. Ces femmes étaient détenues à la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. Au Togo, le président de la magistrature suprême se lance dans une guerre contre certains de ses collègues dont les comportements, selon lui, discréditent la justice du pays. Puis réaction des autorités maliennes aux accusations de recrutement de mercenaires. Elles affirment qu'il appartient au gouvernement de décider de ses partenaires. BBC Afrique. Lubumbashi. 92 FM. 92 FM. En République démocratique du Congo, des dizaines de femmes qui affirment avoir été victimes de viols il y a un an n'ont toujours pas obtenu justice selon un rapport de l'organisation Human Rights Watch publié ce matin. 37 femmes et une adolescente avaient affirmé avoir été victimes de viols. Ces femmes étaient détenues à la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. Les faits se sont déroulés lors du soulèvement de détenus de septembre 2020. Thomas Fessy est chercheur principal à Human Rights Watch en République démocratique du Congo. Eh bien, certaines de ces femmes sont toujours détenues, d'autres ont depuis été remises en liberté. Et ces femmes n'ont pas accès à un suivi médical ou suivi psychologique alors qu'elles ont subi un traumatisme physique et mental grave. Nous avions pu mettre en place, lors de ces derniers mois, avec des partenaires congolais, quelques soins, mais cela n'est pas suffisant. Certaines de ces femmes ont contracté des infections graves, d'autres sont tombées enceintes, très probablement à cause des viols subis. Certaines se plaignent encore de douleurs physiques. Et puis, il y a l'accompagnement psychosocial qui est très important. Il y a non seulement le traumatisme, mais aussi la stigmatisation, le rejet. Certaines survivantes de ces viols n'ont pas osé le raconter à leur mari ou famille, de peur d'être rejetés, par exemple. Que vous ont dit les dirigeants congolais par rapport à l'évolution de l'enquête ? Les autorités provinciales nous ont confirmé que l'enquête sur les viols était en cours, sans donner de détails. Mais selon nos informations, cette enquête est au point mort, alors que tout cela s'est déroulé il y a un an. Les enquêteurs avaient commencé à entendre les femmes détenues, à retrouver certains des suspects, mais il y a clairement une absence de justice jusque-là, et selon nos informations, aucune enquête n'a été ouverte sur les lacunes en matière de sécurité qui ont pu rendre l'émeute possible. Or, comme nous le démontrons dans notre rapport, les autorités ont été averties à plusieurs reprises que quelque chose se tramait. Et le gouvernement de la RDC n'a pas encore réagi à ce rapport de Human Rights Watch. En bref, des groupes armés ont libéré 10 élèves enlevés il y a 2 mois dans une école baptiste dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. Il s'agit du 3e groupe d'étudiants à être libérés par les ravisseurs. L'administrateur de l'école secondaire baptiste Bethel a donc déclaré que 21 élèves étaient toujours en captivité. Il a expliqué que les ravisseurs exigeaient une rançon non divulguée pour la libération de chaque élève et décrit ce que les groupes armés faisaient comme torture pour les parents dont les enfants n'étaient pas libérés. Direction maintenant le Togo où le président du Conseil supérieur de la magistrature veut aller en guerre contre les pratiques qui, selon lui, discréditent la justice dans son pays. Après avoir dénoncé les mauvaises pratiques des magistrats togolais, le président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, revient à la charge et s'insurge contre de nouvelles pratiques des juges togolais, à l'ouverture de domiciles et d'églises privées vers lesquelles il draine des justiciables. Le point avec notre correspondant au Togo, Nicolas Agbossou. Les dernières annonces et prises de position du président du Conseil supérieur de la magistrature du Togo au sujet des dérives instaurées au sein du corps judiciaire ne laissent personne indifférent dans le pays. Il nous est parvenu des informations vérifiées avec preuves contenues dans des dossiers à notre possession que certains magistrats ont ouvert des officines en leur domicile d'une allure d'appendice ou de tribunaux annexes, précise Abdoulaye Yaya dans une note de service aux allures d'avertissement adressée à l'ensemble des magistrats togolais. Dans la même note, le président du Conseil supérieur de la magistrature ajoute, je cite, que d'autres magistrats ont ouvert des églises privées vers lesquelles ils drainent des justiciables
pour des consultations ou règlements pastoraux contre des espèces sonnantes et trébuchantes arrachées à ces justiciables. Cela fait plus de 10 ans que le gouvernement a engagé des réformes visant à lutter contre la corruption et la lenteur dans le traitement des dossiers au sein de la justice togolaise. Pour Abdoulaye Yaya, président du Conseil supérieur de la magistrature, le moment est venu pour parachever ces réformes et redorer le blason des juges togolais. BBC Afrique Lobé, Nicolas Bossou. Et en Guinée, le ministre d'État et porte-parole du gouvernement déchu du président Alpha Condé, Tibou Camara, arrêté, entendu, puis libéré. Il a été arrêté dans la nuit du samedi au dimanche par les militaires au pouvoir. Et selon un communiqué du CNRD, lui à la télévision nationale guinéenne, l'ancien ministre Tibou Camara n'a pas respecté l'engagement pris par les anciens ministres de l'ancien président Alpha Condé vis-à-vis de la junte au pouvoir. Et puis au Mali, les autorités réagissent aux accusations selon lesquelles le gouvernement veut recruter des mercenaires. Alors, le gouvernement affirme qu'il lui appartient de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. Les précisions de Souleymane Issa Meiga. Sans citer le pays ni la société Wagner, le gouvernement malien déclare dans un communiqué qu'il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quel partenaire il peut solliciter ou pas. La France et l'Allemagne ont prévenu qu'un déploiement des paramilitaires du groupe russe remettrait en cause leur engagement militaire au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, elle, dit condamner la volonté des autorités de la transition d'engager des compagnies de sécurité privées au Mali, s'alarmant des conséquences certaines sur la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et la région. Bamako ne s'est jusqu'à présent pas exprimé directement de manière officielle sur l'existence de contacts avec Wagner, mais des sources françaises affirment que le gouvernement malien étudie la possibilité d'un contrat avec Wagner sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes pour former les forces armées et assurer la protection des dirigeants. Le gouvernement malien a aussi dénoncé dans le même communiqué les déclarations du ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, qui a qualifié de diversion les assises nationales de la refondation que souhaitent organiser les autorités maliennes avant les élections. Les autorités de ce pays parlent de déclarations fondées sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivant dans le cadre d'une campagne de dénigrement du pays et de ses dirigeants. Une soixantaine de partis politiques ont décidé de boycotter ces assises, accusant les militaires au pouvoir de ne pas vouloir respecter la durée de la transition qui est de 18 mois. Nous sommes maintenant au Sénégal et parlons santé et éducation bien sûr. Le ministre de l'Éducation nationale dans ce pays, Mamadou Talla, a fait savoir devant les enseignants qu'il n'y a pas de passe sanitaire et de vaccination obligatoire au Sénégal. Il réagissait donc ainsi au préavis de grève déposé par certains enseignants qui accusent le gouvernement de vouloir imposer la vaccination dans le milieu scolaire. Écoutons le ministre Mamadou Talla. J'ai rappelé à tout le monde, d'ailleurs tout le monde le savait, qu'il n'y a pas de passe sanitaire au Sénégal, il n'y a pas d'obligation de vaccin. Je sais que beaucoup d'enseignants sont vaccinés. C'est des personnes responsables qui ont eu à se vacciner parmi les premiers. Mais toujours est-il qu'au niveau africain, le nombre de vaccins que nous avons est très faible. Et au Sénégal également, nous sommes devant, mais c'est encore faible. Il y a des vaccins qui arrivent, on a pensé à nous, mais c'est volontaire et personnel et il n'y a pas de passe sanitaire d'après nos lois et règlements dans le monde. Mais j'appelle quand même avec responsabilité à tout le monde qu'il fasse le nécessaire individuellement s'il veut se vacciner. Le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. Et puis, en bref, rapidement, le gouvernement haïtien a exprimé son inquiétude quant à la situation dans laquelle se trouvent des milliers de ses citoyens dans un camp de fortune à la frontière sud des États-Unis. Plus de 13 000 personnes se sont rassemblées au cours de la dernière semaine sous le pont international del Rio entre le Mexique et le Texas, dans l'espoir que les autorités américaines chargées de l'immigration les prennent en charge. Le chef de la patrouille frontalière a indiqué que lui et son personnel faisaient de grands progrès dans le recensement des personnes sous le pont. Et c'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes maintenant, la page des sports.
Mohamed Fanadara. Le football, le tour préliminaire, retour des compétitions interclubs sur le continent, en Ligue des Champions, qualification du FC Nouadhibou de Mauritanie, victorieux 2-0 du club béninois de l'AS FC Lotopoto. Amir Abdou est l'entraîneur comorien du FC Nouadhibou. On est très fiers d'avoir fait un résultat de cette qualité. Pour nous, l'important c'était d'aller chercher une qualification, peu importe le score. Mais on est allé chercher une qualification à la manière, avec beaucoup d'abnégation et un bon état d'esprit du groupe. Les joueurs ont été exemplaires. Voilà, et d'ailleurs, je les félicite de tout ce qu'ils ont pu réaliser sur cette rencontre. Notre petit bonhomme de chemin continue. On continue à travailler. Il faut rester les pieds sur terre. Amir Abdou, l'entraîneur du FC Nouadhibou, qui était interrogé par Abba Diedjou. À Abidjan, toujours en Ligue des Champions, l'ASEC Mimosa a confirmé sa victoire de l'aller en éliminant Teguet FC sur le même score de 1-0. Les Mimosa, donc qualifiés pour le prochain tour. Diabaté Ouma, l'attaquant de l'ASEC Mimosa, passeur sur l'unique but des jaunes et noirs. On préfère marquer un but à chaque fois et assurer l'essentiel. Avec le 1-0, à l'aller, on a pris un ascendant psychologique. Et ici, au retour, on met encore 1-0, ce qui nous permet de nous qualifier. Si 1-0 nous permet d'avancer, on prend. C'est pas encore fait. On passe le premier tour. Il y a encore un dernier tour des préliminaires. Et là, on est content, on va savourer vite fait. On va faire le travail qu'il faudra pour pouvoir passer le dernier tour, pour aller en phase de poule, comme on l'a dit. En Coupe de la Confédération, les Burkinabés de l'AS Fayenega, qui étaient à Abidjan, ont eu raison du FC San Pedro, battu 2-1 après le nul de l'aller à Ouagadougou. Une première pour les Congolais de Diable Noir depuis des luttes. Leur qualification pour le tour principal après leur victoire 1-0 sur le FC Munamuru de Burundi. Le capitaine du club congolais, Kolo Lori. Un peu de confiance en deuxième mi-temps. On a bien géré le match, on pouvait tuer le match. Vu les occasions qu'on a eues, il en manque encore un peu de réalisme. Mais c'est bien pour la qualification. Ça fait un bout de temps que le club diablois n'est pas passé au premier tour. Une fierté quand même, petite fierté quand même. Même si le score ne reflète pas la physionomie du match, mais satisfait de la qualification. Kololori, capitaine des Diables Noirs du Congo, auteur de l'unique but de ce match, était au micro de Toto Lacombe. Toujours en football, la première ligue en Angleterre, Chelsea qui domine Tottenham 3-0. Les buteurs, Thiago Silva, N'Golo Kanté, qui faisait son retour depuis le mois d'août, et Rudiger. Victoire 2-1 de Manchester United sur West Ham et 2-1, mais à domicile pour Brighton qui recevait Leicester. Brighton, l'un des clubs promus. Une bonne opération pour un autre club promu, Brentford. Brentford qui a disposé de Wolverhampton 2-0. Le temps fort de ce match. Ivan Toney is going to take a short run at the penalty. Flexes his neck muscles, whistles and jeers around Molineux, waits for Darren England's whistle, steps up very slowly and smashes it in the bottom corner to give Brentford the lead at Molineux. You will not see a more coolly taken penalty than that. Tony was fouled, he scored it. En tête de la Première Ligue, à l'issue de cette journée, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea qui se bousculent donc. Et dans la Ligue 1 en France, Marseille qui consolide sa deuxième place au classement après son succès hier soir 2-0 à domicile face à Rennes. Et le leader parisien, le PSG, s'impose 2-1 en soirée à l'Olympique lyonnais. Dans la Bundesliga en Allemagne, le Leverkusen qui voyage bien face à Stuttgart battu 3-1. Quant à Dortmund qui jouait à domicile, pas de panique, le visiteur l'Union Berlin en a eu pour son compte battu 4-2. Le calcio en Italie, le derby Juventus-Milan accouche d'un nul, un but partout et la Juventus attend toujours sa première victoire dans la Serie A. La Liga en Espagne, le Real Madrid, leur temps mené jusqu'à la 86e minute, réussit à renverser Valence 2-1. Karim Benzema, buteur et passeur, et le Real qui est en tête de la Liga. Le football encore, mais au féminin, sur le continent, la Coupe Aïcha Abouari au Nigeria a été finalement transformée en tournoi de préparation. Et pour la 4e journée de ce tournoi, hier, les Marocaines et les Maliennes ont fait match nul 0-0. Cet après-midi, à 15h, les Camerounaises seront opposées aux Ghanéennes.